Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler des conséquences de l'accord qui est en passe d'être signé pour relever le plafond de la dette américaine. Je pense que beaucoup d'investisseurs, de commentateurs passent à côté du vrai problème, du problème principal, parce qu'ils sont focalisés en fait sur un problème qui est totalement inexistant, qui est le risque de défaut des États-Unis par rapport à leur dette. Alors effectivement, on pourrait tout à fait imaginer un scénario dans lequel les républicains et les démocrates ne trouvent pas d'accord à un moment et que les États-Unis du coup manquent une échéance de paiement sur une dette à court terme pendant quelques jours, le temps qu'un accord soit trouvé. Bon, ça ne sera pas le cas cette fois, mais ça pourrait éventuellement arriver un jour. Alors ça c'est pas du tout un vrai défaut d'État par rapport à sa dette, c'est juste un défaut technique par rapport à une convention législative qui fait qu'il y aurait une loi qui interdise temporairement les États-Unis de s'endetter plus et ensuite à chaque fois il y a un accord qui est trouvé entre les parlementaires démocrates et républicains et finalement ce plafond est relevé. En dehors de ces histoires de négociations de loi sur le plafond de la dette, on ne peut pas avoir dans le contexte actuel de vrais défauts des États-Unis par rapport à leur dette. Pour une raison très simple, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis ont toutes ou quasiment toutes leurs dettes libellées en dollars américains et ils peuvent imprimer, donc du coup ils peuvent s'endetter autant qu'ils le souhaitent en émettant autant de dollars qu'ils le souhaitent pour augmenter à chaque fois le plafond de leur dette. Les seuls freins sont ces négociations sur le plafond de la dette qui sont juste des conventions en fait. Alors, pour qu'il y ait un vrai défaut de dette, qu'un État fasse vraiment défaut sur cette dette, sur sa dette, en fait, il faut qu'il ait une exposition en devises étrangères et que la monnaie de cet État se dévalue pour une raison X ou Y. En général, c'est parce qu'il y a trop de déficit public. Donc, si la devise d'un État se dévalue fortement et qu'il est endetté en devises étrangères, notamment en dollars US, à ce moment-là, oui, il peut être dans l'incapacité de rembourser sa dette en monnaie étrangère parce que ça devient beaucoup trop coûteux. Pour que ça arrive aux États-Unis, il faudrait que les États-Unis perdent leur statut de monnaie de réserve mondiale et qu'ils se mettent à s'endetter dans une autre devise, dans une nouvelle monnaie de réserve mondiale pour subvenir à leurs besoins. Et là, effectivement, ils pourraient avoir un vrai défaut durable sur leur dette. Ça n'est pas, à mon avis, quelque chose qui est en vue dans les prochaines années. Ça pourrait arriver à plus long terme, si les États-Unis continuent à s'endetter comme ils le font massivement. On pourrait avoir une perte de confiance de plus en plus grande dans le dollar et à la fin, effectivement, un défaut sur des États-Unis. Mais ce n'est pas quelque chose que je vois se produire dans les années qui viennent, on va dire dans les 3-4 ans à venir. Voilà pour cette parenthèse. Alors maintenant, le vrai problème qui va arriver, maintenant que tout est résolu en apparence, c'est un problème de liquidité qui va affecter les marchés dès les mois qui viennent, parce que on va avoir une émission massive de nouvelles dettes. Alors je vais vous expliquer un petit peu les paramètres qui influencent cette liquidité disponible sur les marchés actuellement. Donc on en a deux principaux, on en a un troisième qui sont les repos de la Fed en réalité, mais qui sont moins importants actuellement. Le premier paramètre, c'est la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Donc lorsque la taille de ce bilan augmente, ça veut dire que la Fed injecte de la liquidité sur les marchés par un mécanisme assez simple à comprendre. Donc imaginons qu'ici on soit ici, donc la Fed est à peu près à 6 900 milliards de dollars et ici elle arrive à 8 900 milliards, donc la taille du bilan a augmenté d'à peu près 2 000 milliards de dollars sur cette période entre 2020 et le début de l'année 2022. Quand elle augmente la taille de son bilan, en fait, la Fed va principalement acheter des bons du Trésor. Elle peut acheter d'autres actifs, et effectivement, elle peut acheter des prêts hypothécaires, d'autres obligations, mais elle achète principalement des bons du Trésor américains. Quand elle le fait, si elle achète des bons du Trésor,
Ça veut dire que le Trésor américain va lui vendre des obligations, ça peut être aussi des opérateurs privés, des banques, des particuliers qui vont vendre à la Fed leurs bons du Trésor, donc ils vont obtenir des liquidités. Donc on a tous les opérateurs extérieurs à la Fed qui obtiennent des liquidités lorsque la Fed augmente ainsi la taille de son bilan, et du coup il y a beaucoup plus de liquidités disponibles sur les marchés, par exemple pour acheter des actions, pour acheter des obligations, pour acheter de l'immobilier ou toutes sortes d'actifs. Donc ça crée un contexte favorable aux actifs. Deuxième paramètre important, c'est le compte du Trésor américain. Alors, il y a deux évolutions possibles. À certains moments, le Trésor américain remplit ses caisses. Il l'a fait massivement après la crise du Covid ici. Donc, vous voyez, le compte du Trésor est passé de 400 milliards de dollars à 1800 milliards de dollars. Et il y a des périodes où le Trésor américain va vider ses caisses progressivement. Ça veut dire qu'il va dépenser l'argent qu'il a emprunté sur les marchés précédemment. Donc lorsque le Trésor américain augmente, renfloue ses caisses, il va drainer des liquidités sur les marchés. En fait, là, ça va enlever de la liquidité puisqu'à ce moment-là, il émet des dettes massivement et il faut trouver des acheteurs pour cette nouvelle dette. Alors quand l'acheteur est la Fed, ce qui était le cas après la crise du Covid, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de réel retrait de liquidité des marchés. Mais quand les acheteurs sont d'autres opérateurs que la Fed, c'est-à-dire des ménages, des fonds d'investissement, etc., là, ça draine de la liquidité sur les marchés parce que, évidemment, il va falloir acheter ces bons du Trésor et ça sera autant d'argent en moins disponible pour acheter des actions ou de l'immobilier ou d'autres choses. L'autre cas de figure, c'est ce qu'on a eu ici, par exemple, de 2021 jusqu'au début de l'année 2022. On a donc une diminution, donc un vidage des caisses du Trésor américain. Lorsque ça se produit, c'est un événement favorable sur le plan de la liquidité, parce que ça veut dire que le Trésor américain dépense de l'argent qui va être disponible pour les ménages, pour toutes sortes d'opérateurs, mais qu'il émet peu de nouvelles dettes, donc les opérateurs privés n'ont pas besoin d'acheter dans ce contexte-là de nouvelles dettes émises par le Trésor US. C'est ce qu'on a eu aussi on va dire de l'été 2022 jusqu'à maintenant. Le Trésor américain, vous voyez, a globalement vidé ses caisses. Il avait un petit peu plus de 800 milliards de dollars en mai 2022 et il finit quasiment à zéro actuellement en mai 2023. Alors si on combine ces paramètres, c'est-à-dire on combine le bilan, la taille du bilan de la Fed, le Trésor américain et j'ai ajouté les repos là-dedans, on arrive à une estimation de la liquidité disponible sur les marchés. Alors j'ai mis ces deux courbes en parallèle ici. La courbe bleue que vous voyez ici, c'est la liquidité disponible et la courbe rouge ici, c'est l'indice américain S&P, donc le SP500. Vous voyez que les deux sont assez corrélés depuis 2020, depuis la sortie de la crise du Covid. On a une période très favorable de 2020 jusqu'au début ou fin d'année 2021 où la liquidité disponible ici en bleu augmentait assez constamment. Il y a eu une inflexion à partir de la fin 2021, début 2022. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mouvement donc le Trésor américain a rempli ses caisses, donc il a drainé de la liquidité. Et dans le même temps, la Réserve fédérale américaine a ralenti son effort de quantitative easing jusqu'à l'inverser à partir du milieu de l'année 2022. Du coup, on a eu moins de liquidités disponibles sur les marchés. Vous voyez la courbe en bleu qui baisse ici. Et le résultat, ça a été le marché baissier qu'on a connu tout au long on va dire, principalement jusqu'au premier semestre 2022. Jusqu'à l'automne, et à partir de l'automne, la liquidité s'est un petit peu améliorée, en tout cas elle a cessé de baisser, puisque vous voyez que de septembre 2022 jusqu'à mai 2023, on a quand même eu la courbe bleue en légère hausse, et du coup on a eu aussi un rebond technique sur le SP500 qui a retracé une partie de la baisse initiale.
Alors pourquoi on a eu cette condition de liquidité meilleure? C'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le Trésor américain a complètement vidé ses caisses au second semestre 2022 et au premier trimestre 2023, et ça a compensé la restriction, la baisse de la taille du bilan de la Fed. La Fed s'étant engagée dans une nouvelle politique plus restrictive de quantitative tightening. Le gros problème qui va arriver maintenant, c'est que, donc comme vous le voyez ici, les comptes du Trésor sont à zéro. On a suffisamment entendu parler dans les médias du risque de défaut des États-Unis si ce compte passait en dessous de zéro. Donc on va avoir une émission massive de nouvelles dettes pour renflouer, pour remplir de nouveau ce compte du Trésor américain. Elle va être d'autant plus massive que le Trésor américain il doit faire face maintenant à une forte hausse de sa charge d'intérêt. La dette américaine, c'est essentiellement une dette à court terme. On a à peu près 60% qui est sur des échéances inférieures à 2 ou 3 ans. Donc l'impact de la hausse des taux, il est très rapide sur cette dette américaine, et la charge d'intérêt qui était de 300-400 milliards de dollars par an va passer à 800 milliards, puis plus de 1000 milliards par an rapidement. On va dire, les experts estiment que d'ici septembre 2023, le Trésor américain va devoir émettre à peu près 1200 milliards de dollars de nouvelles dettes. Donc c'est assez considérable. Tout ça, ça va drainer beaucoup de liquidités sur les marchés dès que le Trésor américain va chercher à remplir ses caisses. L'autre problème, c'est que la Fed continue la réduction de la taille de son bilan. Vous voyez ici, donc elle avait stoppé un petit peu temporairement à cause de la crise bancaire, mais ça a repris depuis. Donc vous voyez qu'on a effacé la hausse de la taille du bilan de la Fed liée à la crise bancaire, et on continue le quantitative tightening à cause de l'inflation que la Fed juge toujours trop élevée actuellement. Donc ce qui va se passer dans les mois qui viennent, on va avoir cette courbe bleue qui va plonger massivement et rapidement. On va avoir une réduction vraiment massive des conditions de liquidité sur les marchés, sans doute plus forte que ce qu'il y a eu au premier semestre 2022. Et donc il y aura, à mon avis, des conséquences graves, des conséquences baissières à relativement courte échéance dans les semaines ou les mois qui viennent, qui vont se manifester sur les marchés américains. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Le vrai problème lié à cet accord de relèvement de plafond de la dette, c'est tout simplement le fait que le Trésor américain va émettre en masse de la nouvelle dette et que ça va drainer énormément de liquidités sur les marchés. Donc soyez très prudents, notamment sur les valeurs, sur les secteurs technologie, sur les valeurs du luxe françaises. Vous voyez que les valeurs du luxe françaises commencent à casser leur tendance haussière qui a été initiée à l'automne 2022. Ici, vous avez le graphique de LVMH. On commence à sortir du canal de tendance haussier. Donc ces valeurs de croissance chère sont très exposées à des conditions de liquidité plus restrictives et risquent de prendre un gros choc dans les mois qui viennent. Voilà pour cette vidéo. Alors je vais, dans la formation que je propose sur les cycles économiques et les marchés baissiers, c'est-à-dire le grand accélérateur, je pense qu'il manquait un outil de suivi de ce type, de la liquidité disponible sur les marchés. Donc je vais faire une petite mise à jour d'ici une semaine. Je vais ajouter cet outil dans la base de données du grand accélérateur parce qu'il va vraiment être utile dans les mois qui viennent. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, ici c'est @loicabadi5, je publie de plus en plus maintenant sur Twitter. Je vais continuer bien sûr à faire des vidéos sur Esprit Argent, mais je trouve que Twitter devient intéressant avec la possibilité d'écrire des articles plus longs lorsqu'on a le badge bleu. Et je pense que en plus c'est un réseau social avec Elon Musk où il y a quand même moins de censure qu'ailleurs, donc c'est un canal que je trouve intéressant, donc n'hésitez pas à suivre ce compte Twitter @loicabadi5.